Drapeau antillais, tu connais. C'est parti les amis pour Manuel Bompard. En espérant qu'il soit toujours aussi limpide, j'ai confiance. J'ai confiance. Député Mathieu Delogu. D'abord, oui, pardon, excusez-moi. Manuel Bompard, est-ce que Michel Barnier vous a appelé pour vous remercier? Non, il m'a pas appelé. D'ailleurs, depuis qu'il a été nommé, j'observe qu'il ne nous a pas appelé, mais je vois pas pourquoi il voudrait nous remercier. Parce que grâce à vous, la version initiale du projet de budget va revenir au Sénat, puisque votre version amendée par la gauche a été rejetée par les députés, et donc on revient à la case départ et donc à la copie initiale de Michel Barnier. Moi, j'ai voté pour. Donc c'est pas grâce à moi que la première partie du budget a été rejetée. C'est grâce, de mon point de vue, à cause des députés macronistes qui se sont alliés avec les députés du Rassemblement national pour rejeter la version du budget telle qu'elle émanait de 2 semaines de débat parlementaire. Mais vous saviez que vous n'auriez pas la majorité pour faire voter le texte final, vous le saviez dès le départ. Madame non mais d'accord, mais attendez madame, moi j'ai fait mon travail de parlementaire avec mes collègues pour modifier en profondeur ce budget, pour une raison très simple. Et j'espère qu'on va peut-être avoir le temps de revenir en détail sur les mesures. Vous avez commencé à le faire sur le plateau avant moi. C'est parce que le budget tel qu'il est proposé par Michel Barnier est un budget qui va se traduire très concrètement par des efforts supplémentaires demandés aux retraités, par l'augmentation des tarifs de l'électricité, puisqu'il va y avoir une augmentation des taxes sur l'électricité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit les retraités, tous les Françaises et les Français, à travers leurs factures d'électricité, qui payent le prix de la mauvaise politique qui a été mise en place ces dernières années. Et donc, nous avons fait des amendements pour modifier en profondeur la logique de ce budget, pour faire un programme NFP compatible, c'est ce que vous aviez dit. Mais l'objectif, c'était d'abord pour faire en sorte que l'effort... Éric Coquerel avait dit l'objectif c'est de faire un programme NFP compatible et non pas d'avoir une majorité. Attendez, j'ai pas de problème avec ça, madame, je termine. Mais pour que l'effort qui soit demandé soit reposé, se repose essentiellement sur les plus riches, sur les grandes multinationales qui ont très largement profité de la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017 et qui doivent, de mon point de vue, être mis à contribution pour faire en sorte de lutter contre le problème de déficit auquel est confrontée la France. J'observe, c'est très simple, que plutôt que de taxer les milliardaires, les 147 milliardaires de ce pays, le Rassemblement national et les groupes qui soutiennent M. Barnier préfèrent faire payer tous les Français à travers la facture d'électricité. Le RN, la revalorisation des retraites. Voilà le choix politique. Moi, j'assume de dire que je préfère que la charge repose sur les milliardaires. Pour formuler la question autrement, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le piège que vous tendez Michel Barnier, c'est-à-dire le socle commun, c'est un peu disloqué et c'est un peu débiné. Vous avez pu faire voter un budget conforme à vos convictions, montrer aux Français que vous aviez des choses qui pouvaient être votées. Mais ça provoque son rejet. Et du coup, Michel Barnier, il arrive avec, au Sénat, son projet initial que la droite va soutenir. D'accord, monsieur Barnier. Donc en fait, si je vous écoute bien, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je modifie pas le budget. Non. Et au moins, il serait revenu aussi à l'identique, mais juste, je l'aurais pas modifié avant. Non, mais votre logique ne tient pas la route, excusez-moi de vous le dire. Je fais mon travail parlementaire. Il fait son travail, mais oui. Maintenant, j'observe que les macronistes et le Rassemblement national se mettent d'accord pour rejeter le travail que nous avons fait. Et à la limite, c'est pas le problème de moi, de Manuel Bompard ou de la France Insoumise. Le problème, c'est que ceux qui vont en payer le prix, c'est les Françaises et les Français. Au final. Parce que ça se traduira par plus. Non, mais les journalistes sont vraiment nuls à chier, les mecs. Il fait son travail parlementaire. On dit à chaque fois que les députés ne foutent rien. Ils vous ont concocté un budget avec recettes et dépenses. Même si c'est tombé à l'eau, ils ont quand même fait leur travail, c'est tout, c'est comme ça, genre. De factures, de taxes sur les électricités, parce que ça se traduira par un report de la revalorisation des retraites. Est-ce qu'on n'aurait pas pu être plus malin que Barnier qui vous tendait ce piège, c'est-à-dire maintenir l'effort sur les recettes parce que vous avez une politique fiscale, mais le minorer aussi pour ne pas faire peur aux petits patrons, ne pas faire peur aux Français un peu aisés, et trouver des baisses de dépenses. Vous voyez, nous, la gauche, on est aussi capable, de manière contre-intuitive, de proposer des baisses de dépenses. Pour avoir vos félicitations, il fallait que je... être plus malin que Barnier. Non, il fallait que j'accepte la politique de M. Barnier. Voilà, Macron. Faire de la politique. Je fais de la politique, mais attendez, vous avez quand même observé, peut-être, si vous en étiez pas rendu compte avant, vous avez pu vous en rendre compte avec Mme Spielbout, que même le budget de M. Barnier, pour les députés macronistes, il était déjà pas acceptable en l'état, et il mettait déjà trop à contribution les plus riches. Donc vous voyez bien qu'il n'y avait aucun compromis possible. Manuel Bompard, est-ce que finalement, c'est la politique du tout ou rien? C'est-à-dire que plutôt d'obtenir des gains sans doute
pour votre regard insuffisant, vous préférez finalement que tout soit rejeté parce que en fait votre véritable but c'est pas de présenter un budget qui pourrait avoir des avancées, c'est de préparer les élections présidentielles de 2027. Vous parlez à vos électeurs. Mais madame, voilà. mais vous êtes incroyable. Enfin, Ah non, mais je excusez-moi. suis pas incroyable. Je vous pose une question. Mais en débat, il n'y a pas de problème. Mais je vous trouve incroyable dans votre argumentation. Vous me reprochez d'avoir fait Je ne reproche rien. d'avoir fait voter des amendements qui, vous le confirmerez, ont été votés par une majorité des députés. Vous êtes d'accord? Si les amendements ont été approuvés, Présent. Ah, C'est-à-dire que l'absentéisme était le piège. ah mais L'absentéisme des autres. d'accord, très bien. Vous savez, Mais vous vous souvenez- Disons que ça a été Vous- exactement, Non, mais ça a été attendez. exactement la même chose en commission des affaires sociales. Vous avez fait passer un quoi certain nombre d'amendements, mais à la fin, le projet final n'a pas été voté. Mais il Et a la pas question, été et la voté de ma question, responsabilité, et la madame. question, Manuel Bompard, qu'on se pose et qu'on se pose tous en plateau, Il et c'est peut pour ça rien, qu'on se permet d'insister, c'est est-ce que, sincèrement, réellement, vous avez eu envie de modifier ce projet? Est-ce que c'était l'objectif ou est-ce que l'objectif, c'était pas, comme le dit Roselyne, d'utiliser cette séquence politique comme une tribune pour exposer votre programme? Et c'est important. Parce que, et c'est important, et parce Non. que c'est vrai qu'à longueur de plateau, on vous Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais exposer leur programme de quoi? Mais évidemment, mais c'est un tapine de dire ça, mais c'est ridicule, genre c'est ridicule. Évidemment que ce texte-là, évidemment que le budget 2025, la LFI allait apporter sa touche. Évidemment qu'ils allaient apporter sa touche, mais pourquoi ils en font comme si c'était une séquence pour montrer aux Français leur programme, c'était une séquence marketing ou... C'est ridicule, vraiment les mecs, c'est ridicule. Hein. vous a entendu dire bon bah voilà, on a Oh. fait passer un amendement sur les super dividendes, sur les rachats d'actions, sur les super profits et j'en passe. Et il y a un certain nombre de Français qui, en vous écoutant en plateau, parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué aussi ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, se sont dit génial. Ça veut dire oui. qu'ils sont en train d'amender le projet. Et ils y ont Bah cru. Mais vous, est-ce que vous y croyez Mais vraiment? bien sûr que j'y crois, mais les Français dont vous êtes en train de me parler, qui ont entendu que ces amendements avaient été votés, qui ont considéré que c'était une bonne nouvelle et qui ont cru, si aujourd'hui ils sont déçus, c'est pas à moi qu'il faut en Il n'y vouloir. a pas de cynisme Il faut en derrière vouloir. ça? Il faut en vouloir à ceux qui Cynisme. ont rejeté cette première version du budget, c'est-à-dire aux députés macronistes et aux députés du Rassemblement. Mais voyez, c'est ça le problème de BFM TV. Invitez un mec du RN et demandez-lui pourquoi vous avez voté contre. Pourquoi vous avez voté contre? C'est dans l'intérêt des Français. Pourquoi vous avez voté contre l'annulation de la hausse de l'électricité? Parce que vu que c'était le fameux fil rouge de M. Bardella, maintenant il faut attraper la veste des députés RN pour leur demander pourquoi vous avez dit non. Pourquoi vous avez dit non? Parce qu'à cause des députés RN, il y aurait une augmentation de l'électricité. Comment ils vont justifier ça? Justifiez-le. Invoquez ces fameux députés. Simplement. National. Maintenant, madame, si vous Simplement. plaît, reconnaissez au moins, je sais pas, une certaine forme de C'est sincérité grave, hein, les dans mon mecs, hein, engagement. vraiment. J'ai passé, moi, contrairement aux députés macronistes, 15 jours dans l'hémicycle, d'accord? Pendant 15 jours, avec mes collègues députés de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire, nous avons mené cette bataille pied à pied. Nous Bah avons oui. fait voter des amendements. Ne cherchez pas tout de suite à imaginer que c'est un calcul politique. Non, mais on Peut-être peut se dire si aussi j'ai que c'est une forme de proposé ces campagne amendements, électorale. peut-être Campagne que si j'ai, électorale. avec mes collègues, proposé ces amendements, c'est juste parce que je pense qu'ils sont bons pour le pays. Est-ce qu'ils sont bons pour le pays? C'est ça la question qu'on devrait se oui, poser. c'est- Alors, Est-ce qu'ils sont bons pour le pays? Mais vous trouvez qu'ils sont très mauvais? Alors attendez, on le va considérer. écouter Yves Tréhard. Mais, Yves Tréhard, on va écouter Yves Tréhard, mais reconnaissez par exemple et que ensuite je pense que les Français seront plutôt d'accord avec moi quand je leur dis qu'il vaut mieux taxer 2% du patrimoine des milliardaires qu'augmenter leur facture d'électricité. C'est ça, marche, c'est de mon ça. point de vue. Si ça marche, Est-ce ça que marche, si vous monsieur. aviez fait, Tréhard. est-ce que Ils si s'en vous vont aviez fait de la politique, vous n'auriez pas pu piéger le gouvernement? C'est-à-dire C'est-à-dire, eh bien, faire en sorte qu'il utilise un 49.3 dès maintenant, et à ce moment-là, dégainer une motion de censure. Mais attendez, mais monsieur Eh Barnier, bien si. mais moi mon Mais parce que sujet... là, vous êtes là pour que le téléspectateur comprenne bien. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Ça va aller au Sénat. Oui, Ça va revenir en commission mixte paritaire. oui. Et après ça, c'est cuit. Ah non, c'est pas cuit, monsieur. Bah si, c'est cuit. Bah, Tout vous le avez monde peut-être sait. oublié quelque chose, c'est que dans nos institutions, il faut quand même que l'Assemblée, à la fin, approuve le budget ou Bien pas. sûr, bien sûr. mais vous CMP auriez pu- conclusive, vous auriez oui, pu- et après 49.3 rapide. Ah mais donc il y aura un 49.3, c'est ça que vous êtes en train Oui, de à la dire? fin. Probablement, à la fin. À la fin. Et alors, qu'est-ce que ça ça change sur le fait qu'il ait lieu maintenant ou dans un mois? Parce que vous auriez pu, suis sûr dès de maintenant, intimider le gouvernement bien plus Mais que. à attendez, la mais fin. moi, mon sujet, c'est pas... Intimidé de chez... Mais qu'est-ce que c'est une catastrophe, le journalisme. Ah là 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 là. Monsieur là. Barnier, je sais pas quoi, mon sujet, c'est est-ce que le budget
est-ce que le budget dont la France a besoin est un budget qui est bon pour le pays ou pas? C'est ça ma question qui m'est posée. Donc moi, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait, de mon point de vue, vous n'êtes pas d'accord avec moi, Madame Bachelot, vous en avez le droit, mais de mon point de vue, un budget qui est meilleur pour le pays que celui que Monsieur Barnier propose, tout simplement. On va avancer, si vous le voulez bien, parce que ces débats, malgré tout, ils ont quand même permis de faire bouger les lignes, notamment sur la question de la revalorisation des retraites, du gel de la revalorisation des retraites qui était initialement prévu. Il n'y en aura finalement pas. Laurent Wauquiez l'a annoncé hier soir. Alors, on vous entendra dans un instant, et Michel Barnier l'a confirmé aujourd'hui. Écoutez. Notre demande est qu'il puisse y avoir une revalorisation des retraites à compter du 1er janvier et un bouclier anti-inflation pour les retraites les plus modestes. Vous l'avez accepté, Monsieur le Premier ministre, et je vous en remercie dans le cadre du travail commun que nous avons mené. Il y a, Monsieur le Président Wauquiez, de bonnes idées partout. Vous avez évoqué un sujet très important, je vais y revenir, mais pour dire la vérité, votre groupe, le tout premier, a porté ce sujet des personnes âgées, mais d'autres groupes, le vôtre, mesdames et messieurs, les groupes du socle, les groupes de gauche. Michel Barnier, quel drôle de personnage quand même. Hein. Alors effectivement, sur l'ensemble des drôle retraites, de personnage. L'ensemble des retraites, celles qui sont à plus de 1 400 €, ne seront revalorisées que de la moitié de l'inflation. Les autres aussi, madame. Mais les petites retraites, sur les petites retraites, oui, elles seront revalorisées de la moitié de l'inflation à partir du 1er janvier. Il y aura un rattrapage. Ensuite, elles seront revalorisées une seconde fois en juillet. Il y aura un rattrapage sur les 6 premiers mois en juillet. Est-ce que vous accordez au moins le point à Laurent Wauquiez là-dessus et vous saluez au moins ce travail, cet effort qui a été fait pour les petites retraites? Madame, si je viens vous voir et je vous dis que je vais prendre votre maison et votre garage, et qu'une semaine plus tard, je vous dis que finalement, je vais prendre que votre maison et je vais vous laisser votre garage, est-ce que vous allez me dire merci ou bravo? Non. Donc la vérité, c'est que que dit la loi? La loi dit que automatiquement, les retraites sont revalorisées au niveau de l'inflation au 1er janvier. Ça, c'est ce que dit la loi. Monsieur Barnier a dit, dans un premier temps, non, on va reporter cette revalorisation au 1er juillet. Ça, c'était ce qu'il proposait initialement. C'est-à-dire que tous les retraités, sur les 6 premiers mois de l'année, n'auraient pas vu la revalorisation des retraites qui était prévue initialement. Maintenant, Monsieur Barnier, avec Monsieur Wauquiez, viennent nous voir et nous disent, non, finalement, il y aura la moitié de la revalorisation sur les retraites qui aura lieu au 1er janvier. Et puis, les retraités qui gagnent moins du SMIC auront la deuxième moitié au 1er juillet, mais les autres auront rien du tout. C'est bien ça dont on est en train de parler. Bon, donc ça veut dire que les retraités pauvres, parce que moi, on me parle de compensation, j'en ai pas vu la couleur pour l'instant. Il y aura une compensation, c'est ce qu'a dit Michel Barnier. Je n'en sais rien s'il y aura une compensation ou pas, parce que si ça a été annoncé aujourd'hui. Oui, donc on est au niveau des annonces. Donc on sera pour les petites retraites exactement au niveau de ce qui sera enlevé. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Michel Barnier. Il n'a pas annoncé, il a dit qu'il y aurait une compensation. Il a dit qu'il y aurait une compensation de manière à ce que les petites retraites ne perdent pas de gains et de pouvoir d'achat. Mais si on veut que les petites retraites ne perdent pas de gains de pouvoir d'achat, il y a une chose très simple, c'est de maintenir la revalorisation telle qu'elle est prévue au niveau de l'inflation au 1er janvier. Sinon, quel est l'intérêt? Expliquez-moi, s'il vous plaît, l'intérêt de découper cette revalorisation d'abord au 1er janvier, puis au 1er juillet, mais au 1er juillet, de faire une compensation. Faut être un petit peu sérieux. Donc, sur le plan comptable, c'est plus facile de mettre tout le monde à la moitié de l'inflation. C'est pas du tout plus facile, c'est très simple. Est-ce que vous auriez pas à la place, vous allez donc envoyer des chèques de l'écart de... Non, ça tient pas la route. Préféré qu'on préserve les petites retraites de cette non-indexation et que finalement les autres, eh bien, on les traite différemment. Parce que ça aurait été assez fidèle à votre... Attendez, je vais répondre à votre question. Mais d'abord, je veux terminer, sans prendre trop de temps, vous dire. D'abord, je crois que les petites retraites vont être impactées par cette mesure, parce que je ne crois pas à la compensation intégrale. On a un précédent que personne n'aime et vous ne vous posez aucune question. Bah, on se pose cette question dans un coin de notre tête, Sokar. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on arrive avec une Kalachnikov à l'Elysée? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on agresse Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'on fait, mon gars? À part juste être spectateur de l'état de notre pays, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'attends de voir, peut-être que ça me fera mentir. Et deuxièmement, on présente ça comme une avancée. Il a été élu en plus. Pour tous les autres retraités, c'est pas une avancée, c'est un recul. Puisqu'ils devaient avoir finalement la revalorisation au 1er juillet et qu'ils ne l'auront pas. Ça c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose, vous me dites, est-ce que finalement on n'aurait pas pu revaloriser tous les retraités pauvres au 1er janvier et ne pas revaloriser du tout les autres? Je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je ne crois pas que c'est ce qu'il faut faire. Il y a des retraités riches pourtant. Mais oui, 4 000 €, comme vous avez tout à fait raison. Mais il existe en France des outils pour organiser le partage des richesses. Ça s'appelle l'impôt. L'impôt sur le revenu en particulier. L'impôt sur le revenu en France, il est progressif. Pas suffisamment de mon point de vue, il devrait l'être davantage. Si vous voulez organiser la solidarité entre les plus riches et les plus pauvres,
Vous pouvez le faire en ajoutant des tranches sur l'impôt sur le revenu, par exemple, pour faire en sorte que ceux qui gagnent plus contribuent davantage à la solidarité. C'est qui ceux qui gagnent le plus où vous mettez le seuil de ceux qui gagnent le plus? Moi, je suis favorable à ce qu'on rajoute des tranches et les simulations que nous avions faites. Payer tout le monde, là. Alors, qui précisément Je vais vous dire les choses de manière très simple. Dans les simulations que nous avions faites, 92% des Françaises et des Français voyaient leur impôt sur le revenu baisser ou rester à l'identique, et 8% voyaient leur impôt sur le revenu augmenter. Supérieur. C'est-à-dire, pour vous Donc donner le seuil, un il est exemple, où? 50% des Français ne payent pas d'impôt, hein. Oui, exactement. Une personne célibataire qui gagne plus de 4 000 € net par mois verrait son impôt légèrement augmenter. Mais l'essentiel de l'effort, si on augmente des tranches, c'est pour que ça soit plus progressif. Moi, ça m'aurait pas dérangé de payer plus d'impôts, les mecs. Hein. Mais où va l'argent? Je suis dedans. Mais où va l'argent? Ça m'aurait pas dérangé, mais Bellec, hein, Manuel Bompard. Hein. Bellec. Hein. Ok, l'effort collectif, mais attention. Hein. Attention. L'essentiel de l'effort reposerait sur les 1% et même davantage sur les 0,1% des plus riches qui paieraient davantage d'impôts. Voilà, ça c'est... Sous réserve qu'ils ne partent pas. Parce que ce 0,1%, il est volatile. Oui, je sais, ça je connais votre... Exactement, Girose, hein, dans la poche de ceux qui trichent. Exactement. Noflight deviendra tardé. Non, moi encore une fois les mecs, ça me dérange pas de payer plus d'impôts, mais avec toutes les catastrophes qu'on a en France sur comment sont gérées nos finances, et en plus de ça avec les macronistes, avec les Bruno Le Maire, avec l'autre ministre le ministre de l'économie qui est à mon âge, qui est aussi jeune que moi, qui n'y connaît rien en économie, moi ça me fait peur mon gars, hein. Moi ça me fait peur hein. Ah poteau. Ouais, non mais c'est un vrai risque, il faut le prendre en compte. Il faut prendre des mesures pour éviter Barnier, ça. Ah poteau. Monsieur Barnier. C'est sur la base de ce que vous venez de dire qu'on a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a eu depuis la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune des rapports qui ont été faits d'évaluation de cette mesure. Ces rapports, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça a eu aucun impact sur le fait que les gens partent ou sur les gens reviennent. En 2012, ils sont partis en masse. Non, donc dans mais l'autre sens, ça marche. Mais je suis désolé. Attendez, monsieur. On a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune sur la base de votre raisonnement, en disant il y a un problème avec l'impôt de solidarité sur la fortune, les gens partent. Donc, à partir du moment où on a supprimé l'impôt de solidarité Ils ont sur la arrêté de fortune... partir. Et certains sont revenus, mais peu. Non, c'est pas vrai, ils ne sont pas revenus. Par contre, ça montre à quel point la France est déclassée. Si gagner 4 000 € par mois net, c'est égal à 8% des plus riches en France, bah ouais, mon gazak. Hein. Je sais même pas comment ça se passe dans les autres pays. Parce que là, en fait, les 8% les plus riches touchent plus de 4 000 €. Mais attention à ce chiffre parce que là ça a été donné par Manuel Bompard. Je ne sais pas si dans une vraie statistique, genre par exemple à l'INSEE, je ne sais pas si 8% des Français touchent 4 000 € par mois. Je sais pas les mecs. Franchement je sais pas. À vérifier le chiffre. J'aime bien Manuel Bompard les mecs, hein, mais attention à ce chiffre quand même. C'est 12% des Français qui touchent plus de 4 000 € net par mois. Ok XNX6, ok. Alors est-ce que je crois Manuel Bompard ou un site porno? Je ne sais pas. J'ai le cul entre deux chaises, les mecs. Site porno ou Manuel Bompard? Mais ils sont arrêtés. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'en 2014, quand il y a eu le virage de François Hollande, ce virage, il a été opéré pour éviter que les gens partent? T'as regardé? Non, Ok. Parce que le super impôt pour 1 million de revenus, ça a fait peur à tout le monde. Mais pas du tout, je ne le crois pas du tout. Et je vais vous dire, moi je suis favorable, y compris à ce qu'on ait un système à l'américaine, c'est-à-dire un impôt universel, c'est-à-dire que quand les gens... L'exit tax. Non, l'exit tax c'est autre chose, c'est pour les gens qui partent. Moi je suis favorable à un impôt à l'américaine, c'est-à-dire que quand on a profité des infrastructures en France, des services publics en France, qu'on a été formé en France, qu'on a été soigné en France, quand on part pour des raisons fiscales, on doit calculer l'impôt qu'on paye dans le pays dans lequel on est, on doit faire la différence avec l'impôt qu'on aurait payé en France, et la différence, elle doit être payée en France. Voilà, et comme ça, si les gens partent, on ira les chercher s'il le faut, là où ils sont partis. Quand on regarde au niveau européen, c'est très difficile à appliquer, et comme les pays concernés feraient des mesures de rétorsion, ils nous diraient, ben vous les Français, je vais faire la même chose. Barnier, les États-Unis le font. Enfin bon, mais si les États-Unis sont capables de le faire, ils ont le dollar, ils sont très puissants. Et si tous les pays européens... on peut rien faire, là. Non mais si, on peut faire des choses, mais... Oh, il abuse quand même, hein. C'est pas parce que les États-Unis ils sont tout puissants, ils ont le dollar qu'on peut rien faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on baisse les bras, on baisse notre froc, on fait quoi? On fait rien. Vas-y, il abuse ce mec-là avec son écharpe rouge. Là. Faut penser aux effets pervers quand on y pense. Moi, je suis pour faire payer les riches, pourvu que ça marche. Mais... Or, votre système de poursuivre les contribuables qui vont dans des pays étrangers, comme il y a aussi des Autrichiens qui viennent chez nous, des Finlandais, des Suédois, quand on fait le jeu complexe où tout le monde fait payer tout le monde, mais pas du tout. On est perdant. Je crains qu'on soit perdant. Mais pas du tout, puisque si les autres personnes font des mesures de réciprocité, moi ça ne me choque pas si il y a un impôt en Hollande qui est plus fort que l'impôt en France, que la différence soit payée en Hollande. Quel est le problème que ça pose? Enfin, excusez-moi, mais dès qu'on vous propose des mesures pour mettre à contribution les plus riches, vous me dites c'est trop compliqué. Non, on m'a expliqué pendant toute la discussion budgétaire qu'une taxe
de 2% sur le patrimoine des milliardaires allait frapper l'ensemble des Françaises et des Français. Ça concerne 147 personnes et ça permet de rentrer 14 milliards d'euros dans les recettes de l'État. Eh ben, pardonnez-moi, moi je préfère faire payer les 147 milliardaires sur leur patrimoine au-dessus d'1 milliard d'euros plutôt que de faire payer les retraités. Voilà ce que je pense. Et Voilà, il a la raison, taxe sur il a les raison. super revenus, est-ce que ça vous satisfait ou pas? La taxe sur les super revenus, alors il y en a deux là. Vous parlez de celle qui concerne les entreprises ou celle qui concerne les ménages? Pour les particuliers. Bah, nous avons fait voter des amendements pour la rendre pérenne. Parce que là, pour l'instant, elle est exceptionnelle. Elle s'applique sur 2 ans, je crois, de mémoire. Là, l'idée, c'était de dire, bah, si on peut effectivement mettre davantage à contribution les gens, parce qu'on me dit que c'est une mesure, parce que ça nous a été présenté comme une mesure de justice fiscale. Ça nous a été présenté comme une mesure pour lutter contre l'optimisation fiscale. Mais si on doit lutter contre l'optimisation fiscale pendant 2 ans, on doit lutter contre l'optimisation fiscale tout le temps. Tout le temps, Donc à bah partir de oui. ce moment-là, Mais cette oui. mesure, elle doit être pérenne dans le temps, Il a elle ne doit raison. pas être limitée dans le Il a temps. raison, On avait fait il a un raison. amendement, il avait été voté pour que ça soit une mesure qui soit pérenne dans le temps. Vo- Ça aussi, par le vote Mais est-ce des qu'on va- macronistes et on va du faire- Rassemblement on va national, on est faire revenu en rentrer arrière. dans le schéma de réflexion le fait que d'ores et déjà, la J'arrive, France les mecs. est un pays J'arrive. où la taxation est massive et où l'imposition est massive. Et on est quand même un pays... champion du monde. Oui. Voilà, C'est pas vrai. il y a des choses sur lesquelles on est C'est champion pas du vrai. monde et ça en fait verrez. partie. Alors, il y a Non, c'est aussi pas dans vrai. un monde mondialisé l'attractivité du pays qui compte. Alors justement, c'est curieux qu'on Roselyne, en comme vous parle parlez de l'attractivité, parce que votre solution aussi, c'est de taxer les plus riches, et c'est aussi de prendre l'argent du côté des entreprises. Des multinationales, pas des petites entreprises. Justement, parce que la question qui va être soulevée là dans le débat à venir et qui a été soulevée par Violette Spilwood qui était à votre place tout à l'heure, c'était de dire nous, on refuse qu'il y ait une baisse des exonérations patronales parce que ça va détruire de l'emploi. C'est ce que dit d'ailleurs le patron du MEDEF. Il dit il va y avoir des centaines de milliers d'emplois Bien qui vont sûr, être des détruits. millions même. Écoutez, le fait est qu'en ce moment, il y a énormément de plans sociaux, il y a des plans sociaux en cours, des plans sociaux à venir. Sophie Binier de la CGT dit qu'il va y avoir 150 000 destructions d'emplois dans les mois à venir. Je sais que vous défendez cette mesure qui a été proposée pour le coup par le gouvernement Barnier de baisser les exonérations de cotisations patronales. Mais est-ce que vous ne craignez pas, encore une fois on en revient à ce débat-là, d'alourdir le coût du travail et donc d'accentuer les destructions d'emplois? C'est le fameux effet pervers dont parlait Je le tout à l'heure prenais Christophe avec un Barnier. peu d'ironie, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au moment où il y a eu les premiers nouveau grands sub. plans de baisse des exonérations Merci ce que tu dis pour le sub. des cotisations Merci sociales. mon gars. C'était par exemple sous François Hollande, vous en avez parlé, Le ce CICE. qu'on avait appelé le CICE. À l'époque, les mêmes anciens patrons du MEDEF venaient sur vos plateaux de télévision, ils avaient un badge, je me rappelle million très bien, d'emplois. il y avait marqué 1 million d'emplois. Ce qui s'est produit. Mais c'est pas vrai, mais Mais si. enfin, Ah bah, monsieur Tréhard, s'il vous plaît. Sur la durée, ça s'est produit. Mais non, monsieur Tréhard, il y a eu des rapports qui ont été faits sur l'impact du CICE sur l'emploi. C'est au maximum plusieurs dizaines de milliers il d'emplois. ajoutait le quinquennat Macron, je pensais. Oui, Mais oui, d'accord, mais Ce sont s'il vous plaît, enfin, parlons Un peu de précisément des sérieux, choses. un peu Il y a de une sérieux. mesure qui a été faite, il y a un rapport d'évaluation qui a été fait sur cette mesure. Ce rapport d'évaluation dit c'est plusieurs dizaines Je de vais aller milliers vérifier, d'emplois. Ça a attendez. coûté 20 milliards d'euros au coût. Vous voulez qu'on ramène au coût unitaire de l'emploi créé? Alors il y avait d'autres manières de créer des emplois qui nous coûteraient moins Non, cher. parce que vous Donc, disent les patrons aujourd'hui, ils vous disent le coût du travail, il est beaucoup trop cher et c'est pour ça qu'ils délocalisent leurs usines, leurs entreprises ailleurs. C'est une réalité. je ne le crois pas, madame. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Vous avez ensuite évoqué dans votre question tout à l'heure le fait Alors débunk en direct les mecs, hein, parce que là, ce gars-là, ce vieux imbécile qui nous partage des fake news, ça a vraiment créé 1 million d'emplois, c'est faux. Ça a créé au maximum entre 100 000 et 160 000 emplois entre 2013 et 2017, donc pendant le quinquennat de François Hollande. Voilà, encore une fois, c'est de la merde. Voilà, encore une fois, c'est de la merde les mecs. Mais bon, là, aujourd'hui les gars, hein, franchement, aujourd'hui, c'est la journée de la fake news. C'est la journée de la fake news, bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe dans nos médias? J'ai l'impression d'être le seul streamer à débunk ces fils de pute. Je suis désolé, les mecs. Je suis désolé, c'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie. C'est pas possible, genre, c'est insupportable. qu'il y avait des plans de suppression Ouais. d'emplois aujourd'hui. Putain de C'est vrai, il y a merde. des plans de suppression d'emplois. Et pourtant, il y a eu ces exonérations de cotisations. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu ces exonérations de cotisations qu'il n'y a pas ces plans de suppression d'emplois. Vous voulez qu'on parle de ces plans de suppression d'emplois? Moi, je veux bien en parler. Et vous voyez, encore une fois, la journaliste, je l'ai entendu, elle a dit, il y en a qui délocalisent parce qu'ils veulent, parce que le coût du travail est moins cher ailleurs. Ok, mais non, elle prend le problème à l'envers. Au lieu de dire tout simplement qu'ils veulent augmenter les marges pour les poches du patronat, des actionnariats, les versements de dividendes, etc., elle préfère dire « Ah, nous, les Français, le coût du travail est trop cher. » Ben non, ces enculés, ils veulent juste avoir plus de marge, plus de bénéfices.
Faut le comprendre comme ça, putain. Mais pourquoi les journalistes sont cons comme ça, gros? 1200 suppressions d'emplois à Michelin. Pourquoi ils sont cons D'accord. comme ça? L'entreprise Michelin, en 2019, versait 20% de ses bénéfices en dividendes aux actionnaires. Écoutez, Est-ce que vous- putain, Attendez, écoutez les mecs. Manuel Bompard, je t'aime, écoutez, putain. attendez, laissez-moi terminer. En 2019, l'entreprise Michelin, sur son bénéfice, il y avait 20% qui étaient C'est versés en monsieur. dividendes aux actionnaires. Cette année, c'est 48%. Il y a eu un objectif qui a été fixé par l'entreprise Michelin qui est de dire la moitié de nos bénéfices doit être reversée en dividendes aux actionnaires. Est-ce que vous savez qui sont les actionnaires de l'entreprise Michelin? C'est pas le groupe familial dont on parle. À 70%, ce sont des fonds de pension américains. Quel est le premier fonds de pension américain? BlackRock. Vous connaissez le fonds BlackRock? C'est le premier fonds de pension qui est dans les actionnaires de Michelin. On est en train d'expliquer qu'une entreprise qui fait des bénéfices, qui verse 50% de ses bénéfices à ses actionnaires, s'apprête à supprimer 1200 emplois. On est en train de parler d'une entreprise qui a touché des dizaines de millions d'euros d'argent public en crédit impôt recherche, en chômage partiel, en plan de soutien à la filière automobile. Eh ben, excusez-moi, leur problème à eux, c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. Mecs, on est en train de supprimer. C'est super important ce qu'il dit, les mecs. C'est super important ce qu'il dit, Manuel Bompard. Et ça, franchement, ça doit faire réveiller les Français. Je suis désolé, les mecs. Des emplois Il a raison. pour engraisser encore davantage les actionnaires qui s'en sont déjà mis Manuel plein. Bompard, ce que vous dites, Manuel Bompard, pardonnez-moi, je l'entends. Et la question du partage des profits, effectivement, elle se pose. D'ailleurs, on en a parlé hier soir sur ce plateau. Elle ne se pose pas qu'en France. Oui, Mais au-delà de cette question, parce que vous parlez systématiquement des gros groupes, vous parlez systématiquement des patrons du CAC 40. Oui. La réalité de ces plans sociaux, c'est que Auchan, Michelin, etc., c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a quantité de plans sociaux. Et moi, j'ai une question pour vous. Vous savez combien il y a eu de défaillances d'entreprises ces 12 derniers mois? C'est un record. 66 000, je crois. 66 000 défaillances d'entreprises. Et c'est plein de TPE, PME. C'est des petites entreprises. Mais d'accord, mais la dame, elle explique ça en mode Manuel Bompard, il y peut pour quelque chose. C'est la politique de Macron qui a mené à des défaillances d'entreprise quand même. Ok, à la mondialisation aussi, mais le responsable, c'est le macronisme. Qu'est-ce qu'il y peut, Manuel Bompard, genre? C'est des moyennes entreprises, c'est des petits patrons qui s'en sortent pas et qui disent justement, mais c'est le coût du travail. On ne s'en sort plus avec le coût du travail. La start-up nation, les mecs. Sur le constat, La c'est start-up une nation. catastrophe. Il y a eu plus de 60 000 faillites d'entreprises. Quand vous regardez les causes de ces faillites d'entreprises, quelles sont les causes de ces faillites d'entreprises? Je suis désolé, c'est pas le coût du travail, c'est pas vrai. C'est les PGE, les prêts garantis par l'État qui ont été accordés pendant le Covid, qui arrivent à expiration aujourd'hui, et ces petites entreprises n'arrivent pas à les rembourser. Premièrement, premier facteur. Deuxième facteur, le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie pour les entreprises qui les a impactées très durement. Ah ben ça tombe bien. Il y a quelques mois de ça, au Parlement européen, il y a eu une discussion sur le marché européen de l'électricité. Qui est en cours de réforme. Ça va s'appliquer en 2020. Qui a été voté. Ouais. Qui a été voté. Nous avons voté contre, pourquoi? Parce que nous avons dit c'est un problème majeur, on est en train de supprimer les tarifs réglementés de l'électricité et donc le prix de l'électricité aujourd'hui est fixé par un marché européen sans aucun rapport avec le coût réel de l'électricité. Mais justement, vous allez dire à ces petits patrons qui ont déjà, des difficultés financières, vous allez leur dire on va augmenter les cotisations patronales. Non, je suis en train de leur dire on va baisser le coût de l'électricité. Je suis en train de leur dire on va faire en sorte que les PGE vous soyez accompagnés. Vous oubliez deux choses, vous oubliez deux choses qui sont essentielles. Non, j'oublie pas, c'est les deux premiers facteurs. Mais on va laisser parler madame. Le temps de travail qui est très inférieur en France. Mais ça, c'est vos lubies idéologiques, excusez-moi de vous le dire. C'est pas idéologique. C'est de l'idéologie, il a raison, Manuel Bompard. Là, le mec, il est en train de sous-entendre qu'il faut travailler plus pour éviter les défaillances d'entreprise. Vous vous rendez compte, les mecs, le message qu'ils veulent nous faire passer, BFM TV, il faut travailler plus. Alors que ça a été prouvé, les mecs. La semaine dernière, je vous ai prouvé qu'en France, le travail, le temps qu'on consacre à notre travail, à notre métier, il est aussi... il est égal à l'Allemagne, quoi. Genre, l'Allemagne a un coût du travail, enfin, un temps de travail légèrement supérieur à celle de nous Français, mais on n'est pas très en retard. On n'est pas très en retard, les mecs. Donc là, le mec, il va nous faire croire qu'au lieu de faire 35 heures, on va faire 38 heures, 39 heures, 40 heures. Vous voyez le message que le mec veut nous faire passer. Et nous, Français, on doit gober ça. À un moment donné, le droitard des fanfans des campagnes, il va se dire dans sa télé, ouais, on va peut-être travailler plus, parce que là, la France va droit dans le mur. On va travailler plus, peut-être, parce que bordel de merde. On a enrichi des patrons, mais on n'a pas su récupérer leurs bénéfices pour nourrir un peu les Français d'en bas. Bon, on va peut-être travailler 40 heures de plus, peut-être, je sais pas.
C'est un Mais non, constat. c'est pas La productivité. Ah en là là France, là là elle est là là. des mauvaise. faillites des entreprises Et aujourd'hui, ce mauvaise. n'est pas vrai. Ça baisse Elle la est très compétitivité, mauvaise. on perd des parts de marché. Voilà. C'est vos un des lubies éléments. idéologiques. Un des Non, éléments. Bah, c'est ça. un élément. Non, mais Et la question, le mec il veut nous faire travailler plus, mais travailler plus pourquoi? Pour toucher le même salaire peut-être? Parce qu'il veut augmenter notre productivité. Mais est-ce que le salaire va suivre notre productivité grandissante? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va suivre? Complémentaire du Allez-y, Si, madame si, Bachelot, si, si, j'essaye de si, vous si, laisser si, la si, parole. hein, si, mais- non, mais Alors allez-y, Roselyne. non, je voudrais revenir. D'abord, C'est abusé, je wesh. crois qu'on mélange pas mal de choses. Moi, je considère pas qu'il y a des exonérations ou des cadeaux aux patrons. Il y a un système de cotisation de taxes qui est très important, qui est parmi les plus importants du monde, sinon le plus important. Et les allègements de charges sont pas des cadeaux. Les patrons reçoivent pas ne reçoivent pas un chèque. C'est comme si vous aviez laissé 2 billets de 50 € sur votre commode, et puis il y a un cambrioleur qui vous en prend 50 et qui vous dit remerciez-moi, je vous ai fait cadeau de 50 €. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ne pas Ça, prendre de l'argent, c'est pas faire un cadeau. ne pas prendre l'argent, c'est pas faire un cadeau. Donc il faut vraiment casser cette espèce de lieu commun qui sont les cadeaux au patronat. Ça, c'est la première Ça, c'est un biais idéologique. Pas du tout. Je vais répondre, mais je laisse terminer, madame Bachelot. je termine. Bien sûr, je crois qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens sur le terme d'actionnaire. Je trouve que c'est un terme qui devrait être supprimé. Ce sont les propriétaires de l'entreprise. Et dans leur propriété, il y a effectivement les bénéfices que font les entreprises, qui sont d'ailleurs très lourdement taxés, puisqu'il y a d'abord l'impôt sur les sociétés, et puis il y a ensuite l'impôt sur les dividendes quand on les sort. C'est-à-dire que ce qui est le plus taxé, c'est finalement Les dividendes. ce sont finalement les C'est pas dividendes, vrai. les bénéfices, Ah, excusez-moi, mais puisqu'on c'est faux, arrive ce que vous à un taux d'imposition qui est bien supérieur à l'impôt sur le revenu. Mais non, madame, enfin, Mais si, écoutez, on a inventé la flat tax, c'est-à-dire la taxation à taux unique sur les revenus du capital. Vous dites êtes pas que c'est moins taxé que les revenus du travail, c'est faux. Vous êtes Que c'est plus taxé, propriétaire, c'est vous faux. êtes propriétaire de vos bénéfices. Vous avez 10 Mais 000. non. Attendez, vous avez Mais non, 10 000 madame. euros. Vous avez 10 000 euros de bénéfices. Vous allez d'abord payer 25%, c'est-à-dire 2 500 €. Puis vous allez payer 30%, Oui, 30%. sur le reste. C'est-à-dire que vous avez un taux qui est à 47% sur la totalité, car vous n'avez pas les exonérations que vous avez et le côté progressif de l'impôt sur le revenu. Si vous avez 10 000 euros de salaire, vous payez 0 impôt. Si vous avez 10 000 euros de bénéfices, car vous êtes propriétaire de ces bénéfices, puisque les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Mais Excusez-moi, mais Ben enfin, voilà. non, je vous laisse terminer parce que je veux pas être alors incorrect ensuite, avec vous. mais la valeur ajoutée. Je me Alors, retrouve pas du tout dans ce que non, vous mais la confusion, elle est entre crois la qu'elle est valeur dans ce ajoutée que vous êtes en et train de les dire, la bénéfices. La valeur ajoutée, bien sûr, elle va se partager à 70% pour les salaires, ensuite pour l'État, bien entendu, Bon. et puis pour les actionnaires qui sont les propriétaires de l'entreprise. J'aimerais, Manuel Je vais Bompard. répondre. Alors allez-y, rapidement, parce qu'après Bon. on a un invité qui nous attend. D'abord, pardonnez-moi de vous dire, mais quand il y a des bénéfices dans une entreprise, vous pouvez dire qu'ils appartiennent aux propriétaires de l'entreprise. Pardonnez-moi de vous dire que l'entreprise Michelin ne ferait pas de bénéfices s'il n'y avait pas des salariés. Bah pour ouais, tourner c'est ça. l'entreprise. Ouais. Mais c'est les Premièrement- salaires qui premièrement- Les salariés, ils sont tout aussi propriétaires de l'entreprise, quoi. C'est grâce aux salariés que l'entreprise tourne, ma gueule. Vous voyez, les mecs, le discours de Roselyne Bachelot, elle l'invisibilise. Elle a parlé que d'actionnariat, propriétaire de l'entreprise, etc., etc. Mais ok, l'actionnaire, il donne de l'argent à l'entreprise, pas de problème. Mais qui tourne? Qui produit le produit? Qui le produit? C'est pas les actionnaires qui produisent ça. C'est pas eux. rémunérer les salariés. Et donc, vous avez le sentiment depuis 30 ans dans ce pays que le partage de la valeur ajoutée est allé davantage du côté des salaires que davantage du côté Elle est de la davantage du rémunération côté des actionnaires. salaires, pour Non, l'instant. pas du tout. Je vais pas dire de bêtises sur les chiffres, mais il y a 10 à 20 points qui sont passés de la rémunération du travail à la rémunération du capital dans ce pays depuis 40 ans, madame. Donc, vous ne pouvez pas dire ça, je vous en Alors oubliez, attendez, je suis attendez, désolé, attendez, Yves, attendez, Yves, Et deuxième élément, et je m'arrête là, madame, je vous promets, je suis désolé de vous le dire, mais l'imposition sur le capital est inférieure en France à l'imposition sur le travail.
D'abord parce qu'on a inventé ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire que quand vous... J'aimerais... Alors attendez, on va pas remettre une pièce dans la machine, s'il vous plaît, parce que j'aimerais qu'on... On a un invité qui nous attend, j'aimerais qu'on prenne la direction de l'Oise, parce qu'il y a une solution qui a été trouvée par une entreprise de l'Oise, par Saverglass à Feuquières, c'est la verrerie de luxe qui est installée donc à Feuquières dans l'Oise. Bonsoir Fabrice Godby, vous êtes délégué syndical CGT de Saverglass. La proposition, en fait, la direction en fait a fait un deal, a proposé un deal aux salariés pour sauver l'emploi. Elle propose de baisser les salaires. Expliquez-nous un petit peu cette proposition. Alors oui, cette proposition a été de baisser les salaires de 7%. Mais je voulais revenir que la société n'est pas au bord de la faillite, hein. Aujourd'hui, on met une menace sur l'emploi alors qu'on va... Effectivement, le marché de prise de commande s'est contracté. Mais les profits dans l'entreprise, on va tomber sur des profits de 2022. Il y a encore beaucoup de profits dans l'entreprise. Cette année 2022, où on avait eu de l'intéressement, super intéressement, de la participation et des négociations correctes, donc il n'y a pas le feu dans l'entreprise. Voilà. Il n'y a pas le feu dans l'entreprise, mais on a baissé les salaires. Mais quel intérêt? Surtout que le mec, il a dit qu'il y a des profits depuis 2022, je crois, il a dit un truc comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, je comprends rien, putain, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, putain? Au mois de septembre, on nous disait encore, pour 2024, c'est du chantage. D'ouvrir de l'intéressement. Fabrice Godby, comment cette proposition elle a été accueillie par les salariés? Parce qu'on a nos reporters ce matin qui ont tourné hier, il me semble, dans votre entreprise. Et certains salariés, sous couvert d'anonymat, nous ont dit, bon, bah, écoutez... oui, s'il faut baisser son salaire pour que je garde mon emploi, je suis prêt à le faire. Est-ce qu'il y a un débat au sein de l'entreprise entre les salariés? Alors, nous, on a fait des réunions de salariés début octobre et une très grande partie ne veulent pas baisser leur salaire. Et on les comprend, il y a encore beaucoup de profits dans l'entreprise. En fait, c'est la direction qui ne veut pas baisser ses marges. Aujourd'hui, en 2023, on a augmenté nos articles de 40%. De 40%. Aujourd'hui, la direction ne veut pas baisser ses marges et donc veut récupérer une partie d'argent sur les salaires. Et c'est une petite paille. Je veux dire, au trimestre, ça doit représenter 2,5 millions. Pour un groupe comme le nôtre, c'est une paille. Voilà. Merci. Ouais, allez-y. Effectivement, donc nous, la CGT, on est majoritaire sur le site. Et ouais, l'idéologie capitaliste qui prend le dessus. Bah ouais, les mecs, hein, c'est ça. Hein. Nous ne signerons jamais un accord triste, en vrai, hein. qui baisse les salaires. Et je crois que les syndicats doivent donner leur réponse demain, hein, c'est bien ça? Demain, tout à fait. Ouais, mais nous ferons marcher notre droit de veto. On est majoritaire sur le site. Et donc, au pire, on ira sur un référendum où chaque salarié votera pour ou contre. Mais la CGT ne votera jamais des baisses de salaire. C'est pas possible. Il y a encore beaucoup de profits dans l'entreprise. C'est vrai, les mecs, l'arc... En vrai, les mecs, depuis les Gilets jaunes, un arc plans sociaux, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça sur mainstream, les mecs, hein. Un plan social, genre, des suppressions d'emplois, etc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça en France. On avait toujours cette idée du baisse du chômage, il y a le plein emploi sous le macronisme, etc. Mais c'est vrai que les médias ne nous ont pas trop montré des épisodes de plans sociaux. On est d'accord, le chat, je suis pas fou. J'ai jamais streamé, je crois que je n'ai jamais streamé des arcs comme ça sur mes streams. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, genre. C'est la première fois, je crois, que je stream des plans sociaux. Je crois que c'est la première fois. Merci. On comprend votre colère, Fabrice. Moins médiatisé aussi, ouais, c'est ça. En tout cas, d'avoir réagi ce soir. Et j'ai l'impression que tout le monde est unanime sur le plateau, sauf peut-être Christophe qui n'a pas réagi. On ne baisse pas les salaires. Tout le monde est unanime là-dessus. On a réussi à tous vous mettre d'accord au moins sur ce sujet-là. Dans certains cas de grave crise à des salariés, c'est de dire... on va vous verser une partie de votre salaire le mois prochain, le reste on le provisionne pour que l'entreprise ne soit pas en rupture de trésorerie, mais on vous le rendra dès que ça ira mieux. Mais elle fait avec des intérêts. Monsieur Barnier. Elle fait des profits. Des entreprises qui sont en grande difficulté. Là, celle-là, il n'y a aucune raison. C'est quand même beau. On a réussi à mettre Manuel Bompard, Yves Fréard, Christophe Barbier, Roselyne Bachelot, d'accord.
Oui, les baisses de salaire, c'est en Grèce pendant la crise financière Mais de 2008. Ce qu'il y a, si vraiment l'entreprise est en difficulté, c'est de se poser, c'est aussi la responsabilité de l'État, de se dire, est-ce que dans des crises structurelles où on voit bien que l'entreprise n'est pas sauvable, de se dire comment est-ce qu'on accompagne les salariés, comment est-ce qu'on fait de la formation professionnelle, de la restructuration, etc. Ou faire des créations des créations d'industries alternatives, mais baisser les salaires, impensable là-dessus. Convenu, c'est pas la CGT, c'est le libéralisme. Le libéralisme, c'est le contrat. C'est au tribunal, ils perdent. J'ai une question plus large pour vous, Manuel Bompard. On avait Jean-Pierre Mercier, qui est délégué sud de Stellantis-Poissy et porte-parole de Lutte ouvrière. Il était notre invité hier soir et je lui ai demandé pourquoi la gauche n'arrivait plus à parler aux classes ouvrières. Écoutez sa réponse. La gauche, elle a trahi à chaque fois qu'elle est arrivée au gouvernement, à chaque fois qu'elle avait les manettes, à chaque fois qu'elle avait la possibilité d'agir, elle a trahi le monde du travail. Elle a trahi les chômeurs, elle a trahi les retraités. Que ça soit Mitterrand, Jospin, Hollande, ils ont tous trahi. Et c'est ce qui explique en grande partie les scores faramineux aujourd'hui du Rassemblement national. Si jamais le NFP devait arriver à Matignon, bien sûr qu'il trahira l'espoir de ceux qui l'ont porté. Il est sévère, mais est-ce que vous comprenez ces propos ? Je comprends qu'il y ait dans le monde ouvrier de manière générale le sentiment, à juste titre, assez partagé, je crois, que les dernières expériences gouvernementales de la gauche au pouvoir ne s'est pas traduit par une amélioration de conditions de vie. Mais il ne parle pas que de la gauche au pouvoir. Il ne parle pas que de la gauche au pouvoir. D'abord, il a parlé du fait que quand il y a eu les derniers gouvernements, et il a évoqué notamment François Hollande. Mais vous n'étiez pas au gouvernement, donc c'est pour ça que je m'intéresse exclusivement à la partie sur le NFP. C'est ça le point de départ. Après, lui, il a le droit de considérer, mais ça, pardon, c'est une opinion ensuite, de dire que si nous, on arrivait au pouvoir, on se mettrait à distance des revendications des ouvriers. Moi, c'est pas du tout ce que je pense. Mais il n'est pas le seul. C'est une opinion, parce que là, on n'y est pas. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut se concentrer sur les quartiers et sur alors l'université, justement, le reste Christophe, Christophe, j'aimerais qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon parce que tout à l'heure, effectivement, François Ruffin, c'est un reproche qui a été formulé également par François Ruffin dans son livre, qui dit le problème aujourd'hui, c'est que la gauche s'est détournée des classes ouvrières, elle s'est détournée des classes populaires, elle s'est concentrée uniquement sur la France des tours et a oublié la France des bourgs. Vous dites c'est pas vrai, quand même. Est-ce qu'on peut réécouter ces propos qui avaient été tenus par Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines? Écoutez. Oh là 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 là, pourquoi faire ça? La jeunesse et les quartiers. Jure, un nouveau seul. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là il faut y aller nous. Personne d'autre ira et ça ne veut pas parler les autres. Mais je pense, après... Vas-y, en vrai, je suis pas trop d'accord avec cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. Je l'avais dit à Manuel Bompard, je l'avais dit quand on s'était rencontrés et qu'on avait fait l'interview. Je comprends que Mélenchon aimerait parler aux abstentionnistes, aux quartiers, etc. Je comprends l'idée. Par exemple, ne pas parler aux campagnes qui, eux, ont massivement voté RN, ça, je peux l'entendre. Ça sert à rien de parler à un mec qui est déjà convaincu. En revanche, je pense que la classe ouvrière, il y a moyen de recontacter, de renouer le dialogue avec eux, et c'est super important. Je pense sincèrement que c'est important, les mecs, parce que, encore une fois, qui se trouve au piquet de grève, à côté des syndicats, c'est toujours des mecs de gauche. C'est toujours des mecs de gauche, les gars. Donc, je suis pas d'accord avec Mélenchon, je suis d'accord sur une grosse partie de sa phrase, mais s'il exclut les ouvriers, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Mélenchon. Je pense qu'il faut renouer le dialogue avec les ouvriers. Je le pense sincèrement. Je le pense vraiment. Parce que des mecs d'extrême droite sur les piquets de grève, non, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu, frère. Tout à l'heure, c'est la preuve. Hein. Par exemple, à Michelin, on a pris l'exemple de Michelin, et ça, c'était Léa Salamé hier. On n'a pas vu Bardella au piquet de grève sur la société Michelin. On n'a pas vu Marine Le Pen non plus. Donc là, j'ai un désaccord avec Mélenchon, les mecs, et j'ai pas peur de le dire. Pas peur de le dire. Mais Dauphin, les ouvriers, ils habitent dans les quartiers, tu racontes quoi? Non mais les gars, je pense... Peut-être que je me trompe les mecs, hein, mais comment je comprends la phrase de Mélenchon? Parce que ça avait fait polémique à l'époque, hein. Elle avait fait polémique parce que ça voulait exclure la France rurale de la France... ça voulait exclure la France rurale de la gauche. Genre vraiment, la gauche ne devait pas contacter ces mecs de campagne. Mais je pense qu'il voulait aussi exclure les ouvriers. Je me trompe. Si je me trompe, les mecs, tant mieux.
tant mieux. J'ai mal compris Mélenchon, tant mieux pour moi, tu vois, tant mieux, j'ai fait une erreur, c'est pas grave, je le reconnais. Mais moi, je le comprends comme ça. Je le comprends comme ça, les mecs, je le comprends comme ça. De là, chaque voix va compter pour 2027, il faut mobiliser les abstentionnistes et reconquérir les personnes qui ont été tentées par le RN. Ah, je sais pas, les mecs, les campagnards, croyez-moi, les mecs, hein, les campagnards qui sont assaisonnés avec du CNews et du BFM TV, croyez-moi, ces mecs-là vont jamais voter LFI, les mecs, hein. Il y a très peu de chances que ça vote LFI, hein. Ah, j'y crois pas, les mecs, j'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois pas. La campagne, c'est dur, exactement, mon frère, c'est dur. Ouais, mais quand il dit qu'il faut aller chercher les quartiers populaires, ça comprend les ouvriers. Ok. Du coup, je fais mon mea culpa, y a pas de problème, les mecs. Je peux faire mon mea culpa, je m'excuse. Je m'excuse, y a pas de problème. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Il faut renouer le dialogue avec les ouvriers. De toute manière, en dehors même des propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est électoralement vrai. Mais Manuel Bompard, j'aimerais juste que vous... pour le Rassemblement National. Vous les avez fait, mais bien sûr. Mais est-ce que ça vous a mis mal à l'aise, cette déclaration? Non, mais attendez, s'il vous plaît, parce que là, vous inventez des histoires, excusez-moi de vous le dire. D'abord, monsieur Tréhard, quand on parle des choses, il faut en parler sérieusement. Je vais à la campagne et c'est full Macron et extrême droite. Mais les mecs, vous regardez, les gars, je vous jure, les mecs, hein. Moi, je pense sincèrement que Mélenchon, il veut mettre son carburant, il veut mettre toute son énergie sur les abstentionnistes. Quand vous regardez la carte de la France pendant les législatives, c'est toutes les campagnes sont conquises par le RN. Conquises, du moins. Une campagne, ouais. Ils ont été conquises par le RN, les mecs. Moi, je suis en mode laisser tomber. Ok, c'est peut-être une mauvaise stratégie. Vous pouvez me taper dessus, il n'y a pas de problème. Mais les mecs, ça sert à rien d'essayer d'aller convaincre des races là, des mecs du fin fond de la campagne, des mecs qui sont en mode suceur de Cyril Hanouna. C'est mon avis, les mecs. Il y a presque 20 millions d'abstentionnistes qui ne sont potentiellement pas tous des campagnards. C'est eux qu'il faut aller chercher, les mecs. C'est eux qu'il faut aller les chercher. Ils sont une cause perdue. Moi, je le pense sincèrement, les mecs, que c'est une cause perdue. On va me dire, Dofla, il faut parler à tous les Français. Eh ben, moi, non. Moi, je suis plus radical. Je suis désolé, je suis plus radical. Voilà. Désolé. Je suis vraiment désolé, les mecs. Je suis brutal. Je suis désolé, mais c'est mon avis. Je suis désolé. Ils sont trop matrixés par Cyril Hanouna, par CNews, par des Pascal Pro, des gens passent. Désolé, les mecs. Je suis désolé. Le principal comportement électoral des ouvriers en France, c'est l'abstention, monsieur. D'accord. Ah oui, mais... Ils sont pas tous, mais ils sont très minoritaires, très minoritaires. D'abord, le principal comportement électoral des ouvriers aujourd'hui en France, c'est l'abstention, premièrement. Deuxièmement, quand vous analysez le résultat de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022, si vous prenez les 10% des plus pauvres en France, quelle que soit leur catégorie sociale, les 10% les plus pauvres, ils ont voté d'abord pour Jean-Luc Mélenchon et après pour Madame Le Pen. Donc ce que vous dites, pardonnez-moi, ne correspond pas à la réalité électorale. Mais pourquoi il dit ça? Troisièmement, moi ce que je vous dis, c'est quand les ouvriers se battent comme ils se battent en ce moment, à Michelin, à Auchan, dans le secteur de l'automobile, quand il y a des parlementaires qui viennent les appuyer, les soutenir, les encourager, qui portent ensuite leurs revendications à l'Assemblée nationale, eh ben bien souvent c'est des parlementaires de la France Insoumise et des parlementaires du Nouveau Front Populaire. Voilà. Mais parce que la semaine dernière, très bien, Manuel Bompard, mais pourquoi il dit ça? Moi, j'ai vu pourquoi il dit ça, Manuel Bompard? Donc là, t'es jamais allé à la campagne, de quoi tu parles? Alors, les gars, je vais vous prévenir, j'ai vraiment pas la patience. Je sais pourquoi tu me dis ça. Si je te montre la carte de la France, je te montre littéralement une carte de la France avec les élections législatives et qu'il y a beaucoup trop de bleu à mon goût, t'es permaban. C'est bon ou pas? Pourquoi t'attrapes ma veste? Je te demande juste une simple question. Tu veux quoi en fait? Tu veux quoi? Genre, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux quoi? Monsieur West pas faux. Oui, je parle à toi. J'ai affiché ton pseudo. Qu'est-ce qui se passe? T'as 5 minutes, hein. T'as 5 minutes. C'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie. Mais de fois, il y a plein de gens qui ne votent pas. Après, les mecs, si vous voulez aller... Parce que là, j'ai pris la carte de la France dans sa globalité. Mais évidemment que dans la campagne, il y a des petites communes d'abstentionnistes qu'il faut aller chercher. Après, est-ce que la LFI aura le courage d'aller dans ces communes-là pour aller convaincre les maris qui habitent dans une ville de 500 habitants, etc. Bah les gars, laisse tomber. Hein. Je pense pas que la LFI va mettre son énergie sur ça. Je ne pense pas. Bah tu ne sais pas de quoi tu parles. Allez, toi t'es ban, c'est bon. Pas d'argument, ça dégage. C'est bon, j'en ai marre.
Le mec, il me dit, je sais pas de quoi je parle, alors que littéralement, la plupart des campagnards ont voté RN. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie, espèce d'enculé. Je vais te montrer la carte. Je vais te montrer la carte de la France. Tu comprends? Tu sais ce que c'est que cette carte? Tu la comprends, cette carte? La diagonale du vide qui est full extrême droite, tu la comprends, enculé? Est-ce que tu la comprends, enculé? C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Tu la comprends? Ici, c'est la campagne aussi, frère. C'est pas parce que c'est le Nord que le Nord, c'est pas campagnard. C'est la campagne, tout ça. Gros, c'est la campagne, tout ça. Évidemment qu'il y a des résistants. Encore eux qu'il y a des résistants. Moi, si la France Insoumise, ils vont dans ces villes-là, ben oui, encore eux qui vont dans ces villes-là. Parce que c'est des campagnards de gauche. Ça existe. Ça existe, frère. Maintenant, tu vas lâcher ma bite. Tu vas lâcher ma bite. C'est bon maintenant? C'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie de dire que je sais pas de quoi je parle alors que, enculé, on a vu pendant tout l'été, pendant les législatives anticipées, on a vu que la plupart des campagnards sont des droitards. C'est une dinguerie, gros. Putain de merde, c'est une folie, frère. Il a dit ça. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a dit ça? Pourquoi il a dit tout ce qui nous intéresse, c'est les jeunes de quartier, le reste on s'en fout? Je l'ai pas inventé. Mais attendez. D'abord, ce n'est pas une déclaration officielle. C'est un propos. Ruffin le dit lui-même. Je m'en fous de ce que dit François Ruffin, c'est pas mon sujet là. Vous êtes en train de m'interroger sur des déclarations de Jean-Luc Mélenchon dans une manifestation où il parle avec un militant. Parce que quand on est militant et qu'on fait une campagne, on peut pas aller voir tout le monde et donc on se pose la question de savoir comment on organise notre action militante. Comment? C'est pas une théorie politique. Maintenant, la question que vous devriez me poser, c'est qu'est-ce que je propose pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de suppression d'emplois, par exemple, parce que ça parlerait aux ouvriers. Ben moi, je propose une loi, c'est dans le programme du nouveau Front populaire, pour interdire les licenciements boursiers. Tous les investisseurs vont fuir si vous faites ça. Les licenciements boursiers. Mais comment vous les C'est-à-dire que quand on fait des bénéfices aujourd'hui, on licencie pas les salariés. Mais Deuxièmement, je propose d'exiger le remboursement des aides publiques pour une entreprise qui a touché de l'argent public et qui procède à un licenciement. Et j'ai déposé la semaine dernière une demande avec mes collègues de commission d'enquête sur comment l'argent public qui a été distribué au groupe Michelin a été utilisé. Il a raison, il a raison. C'est pas des cadeaux. Je suis désolé, madame, mais quand on distribue des crédits impôt recherche ou des plans de soutien à l'automobile et que ça va directement alimenter les dividendes versés aux actionnaires, c'est juste inacceptable. Non, mais hyper malsain de vouloir créer un débat qui oppose les citadins aux campagnards. Après, les mecs, je suis désolé, les gars, mais c'est pas moi qui crée ce débat-là. Le débat, il a été exprimé déjà dans les urnes. Il y a deux France qui s'affrontent. Il y en a même une troisième parce que les macronistes, ils sont majoritaires, enfin, ils sont plus nombreux que le RN. Mais je suis désolé. Les urnes ont parlé. La France s'est déjà exprimée sur ce débat-là, les mecs. Donc la France qui s'oppose, elle s'oppose parce que les Français ont trois visions différentes. Désolé, hein. C'est comme ça, les mecs. Faut accepter le résultat des urnes. Je comprends pas. Faut l'accepter. Il faut l'accepter. Comment vous pouvez dire ce que vous venez de me dire sur l'électorat? Le Parti communiste, monsieur, faisait, il y a 40 ans, entre 20 et 25% seul à une élection. Oui. Aujourd'hui, vous... On a fait 22%, monsieur. Non, pas tout seul. À la présidentielle, on n'était pas tout seul? Non, bah non, vous êtes aussi avec les socialistes. Non, Yves Tréhard, vous avez parti. Vous êtes journaliste. Les autres faisaient pas grand-chose. Non, Yves Tréhard, ne mentez pas. De la population modeste. Ne mentez pas. Dites la vérité. Dites la vérité. Vous êtes journaliste. Les 22% que nous avons fait à l'élection présidentielle, nous avons fait avec quel autre parti que la France Insoumise? 22% des exprimés. Là aussi, l'abstention avait fait des ravages. Avec quel autre? Vous m'avez dit avec d'autres. Lesquels? Le PS était 1,7 et les Verts. Il était derrière Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle? Non, mais... Bon, donc on était bien tout seul, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Il bégaye, cette salope bégaye. Dire qu'on fait pas entre 20 et 25% tout seul, précisément on a fait 22% tout seul. Alors, il nous reste... C'est ce que vous dites, mais là, je ne veux pas m'énerver sur vous. Pardonnez-moi, excusez-moi. De toute façon, on n'entend plus rien. Donc, il nous reste, excusez-moi, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes et on a un dernier sujet, deux derniers sujets à aborder. Ce qu'il s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale, le député insoumis Sébastien Delogu. Alors, justement, vous allez vous expliquer qui s'en est pris à l'ancienne... Non, vous allez nous donner votre analyse. Non, c'est vous qui devez faire votre travail. J'explique. Alors, je pose, vous me permettez de poser le décor? Je vous en prie. Bon, il s'en est pris à l'ancienne ministre des Solidarités, Aurore Berger, et à son groupe. Elle venait de dénoncer les violences antisémites de la semaine dernière à Amsterdam. Et elle dénonçait un tweet controversé de Marie Messmer, la députée LFI de Rennes. On va peut-être voir son tweet où elle disait « Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide ». Écoutez la façon dont a réagi le député insoumis Sébastien Delogu.
Ce qui est terrifiant, c'est quand nous évoquons la question de l'antisémitisme, il y ait tant de chahuts, de vociférations dans cet hémicycle. Ce qui est désespérant. Mais ça a été débunké, je comprends pas. Bon, vas-y, je vais avancer ça parce qu'on a déjà écouté. Hein. Alors en toute transparence, je vais être claire, on n'a pas traduit ce qui a été dit parce qu'il y a un doute sur ce qui a pu être formulé. Certains l'ont entendu dire dans l'hémicycle, tu es une grosse poubelle en s'adressant à Aurore Berger. Les scripteurs de l'Assemblée nationale ont retenu, vous finirez dans les poubelles de l'histoire. Donc on va rester sur cette version de vous finirez dans les poubelles de l'histoire parce qu'effectivement c'est celle des scripteurs de l'Assemblée nationale. Il n'empêche, cette phrase, malgré tout, est-ce qu'elle est digne d'un député? Vous finirez dans les poubelles de l'histoire. C'est une formule de Léon Trotsky contre les mencheviks, c'est-à-dire les révolutionnaires modérés. Ah oui. Alors regardez. Oui, on est chez les trotskistes. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, vous avez passé une interview, j'ai vu, de Mathieu Lefebvre, député macroniste. Il y a 6 mois, Mathieu Lefebvre prenait la parole sur un plateau de télévision et disait Jean-Luc Mélenchon finira dans les poubelles de l'histoire. Vous vous rappelez? Ça n'a pas fait un sujet. Trotsky, lui aussi. Bon. Ça lui arrive. À l'époque, bizarrement, vous n'avez pas invité un responsable du parti macroniste pour lui demander si cette formule était acceptable. Voilà. C'était exactement il y a quelques semaines, il y a aussi le député LFI, Thomas Porte, qui avait dit à un député RN qu'il allait s'en prendre à lui. Même si ça contre un petit peu ce que vous aviez imaginé, acceptez-le. Non, ça contre rien, j'avais rien imaginé. Je veux pas m'en prendre à vous, mais comprenez juste quelque chose. Depuis 17h cet après-midi, à longueur d'antenne, a été marqué Sébastien Delogu a insulté Madame Berger. Sur la base de soi-disant quelqu'un qui dans l'hémicycle aurait entendu ça. C'est plusieurs députés qui ont... Vous avez des noms? Mais il n'y a pas de nom. C'est plusieurs députés qui ont dit. Alors nous, on a fait le travail de vérification et effectivement, les scripts à l'Assemblée nationale ont retenu cette phrase que je vous dis ce soir et vous noterez... Donc l'insulte à Berger n'a pas été prononcé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose au niveau de la violence des propos, de la brutalité des propos qui sont tenus à l'Assemblée nationale, malgré tout? Mais vous comprenez quand même que vous êtes en train de m'interroger sur quelque chose dont vous-même vous dites, après l'avoir vérifié, que c'est faux? Je vous dis quand même, vous finirez dans les poubelles de l'histoire, malgré tout. Mais il y a déjà d'autres députés qui l'ont déjà prononcé, donc quel est le problème? C'est parce que ça sort de la bouche de Delogu que c'est un problème. Les gars, vous vous rendez compte de l'état du journalisme? Côté ce fait qui suscite de polémique. Ils sont fous. J'ai été quand même député pendant 25 ans. Je trouve que l'ambiance depuis 2022 à l'Assemblée nationale est absolument épouvantable. D'ailleurs, on va écouter Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, Roselyne. D'ailleurs, excusez-moi, j'aimerais juste. Vous m'interrogez sur un propos qui n'a pas été tenu. Vous en traduisez une traduction sur le. Écoutez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon justement sur l'ambiance à l'Assemblée nationale. Il faut que ça s'arrête. Écoutez. On comprend rien, Roselyne Bachelot. Aujourd'hui, de l'ambiance pourrie qui règne en France ces temps-ci dans les sphères du pouvoir et des médias. L'ambiance pourrie, c'est quand le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, s'en prend à des parlementaires insoumis pour les accuser d'antisémitisme, qui est ces sortes de refrain qui maintenant vient à tout bout de champ. Quelque chose quand même de violent en ce moment dans l'ambiance à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, il ne parle pas de l'ambiance à l'Assemblée nationale. Je crois que vous n'avez pas très bien entendu. Il parle de ce que une grande partie des médias font et une grande partie de la classe politique font, c'est-à-dire depuis à peu près 1 an maintenant, à longueur de plateau... Attendez, laissez-moi terminer s'il vous plaît. À longueur de plateau, à longueur d'antenne, stigmatiser, dénigrer, diffamer une force politique qui s'appelle la France Insoumise, en lui attribuant de l'antisémitisme, qui est quelque chose d'abject que nous combattons tous les jours et au quotidien. Et à longueur, si je le dis, monsieur, je le dis, monsieur, et j'ai pas de leçon à recevoir. Laissez-moi terminer parce que moi, je dis ce que je veux sur ce plateau de télévision et vous n'allez pas me couper la parole. Et vous n'allez pas me couper la parole parce que c'est moi qui ai la parole pour l'instant. Et ensuite, je vous écouterai avec grande attention. Mais depuis 1 an, à longueur d'antenne, vous venez expliquer que la France Insoumise ceci, la France Insoumise est antisémite, la France Insoumise tient des propos antisémites. Je vais vous dire quelque chose de manière très simple. Une grande partie des médias, vous-même, pas vous personnellement, vous, BFM TV. Nous, BFM TV, on accuse les insoumis d'être antisémites. Alors écoutez, on relève, non, Manuel Bompard, soyez honnête. Non mais soyez honnête. Vous êtes reçus tous les jours sur le plateau de BFM TV, il y a des insoumis tous les jours sur nos plateaux. Arrêtez. J'aurai terminé, vous pourrez me répondre, d'accord? Je vais vous dire une chose très simple. L'antisémitisme, c'est une bonne chose. En France, c'est un délit. Ce qui est une bonne chose, c'est que ça soit un délit, l'antisémitisme. Donc, si quelqu'un tient des propos antisémites, porte plainte. Si vous pensez que telle ou telle personne de la France Insoumise est antisémite,
portez plainte contre elle et obtenez... Marie Mesmer, est-ce que c'est... aucune procédure. Il a fait ce qu'on appelle des articles 40. Est-ce que vous condamnez les propos de Marie Mesmer? Parce que c'est le tweet qui est à l'origine. Quand elle dit ces gens-là, elle parle des personnes qui ont été agressées à Amsterdam, les supporters du Maccabi Tel Aviv, elle dit ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Mais madame, est-ce que les supporters du Maccabi Tel Aviv dont parle Marie Mesmer dans ce tweet, est-ce que oui ou non, ils se sont illustrés à Amsterdam dans les rues? Attendez, en chantant des slogans dans lesquels ils ont dit qu'ils allaient se débarrasser des Arabes, en chantant des slogans dans lesquels ils disaient « c'est une bonne nouvelle, il n'y a plus d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants pour être dedans ». Est-ce que oui ou non, ils ont agressé des passants dans la rue parce qu'ils avaient le Manuel Bompard, on a tous été choqués. On a tous été, mais on a tous été choqués par ça. Est-ce que oui ou non c'est vrai ce que je suis en train de vous dire? Mais on a tous été, excusez-moi. Ah c'est le bordel là. Manuel Bompard. Est-ce que oui ou non, une fois qu'on a dit ça, ça revient à dire que les supporters qui se sont agressés, ce n'est pas un problème. Il est en 1v9. Il est en 1v9. Ce n'est pas acceptable ce qui a été fait par ces supporters et ce n'est pas acceptable qu'ils aient été agressés. Les agresseurs. Manuel Bompard, il y a des agresseurs qui ont demandé leur passeport à des supporters. Ils n'ont pas vu en train d'insulter les Arabes, ils ont demandé leur passeport. Ils ont vu qu'ils étaient israéliens, ils ont pris à l'eau. Excusez-moi, on va s'arrêter là. Elle ne dit pas ça. Non, on va pas s'arrêter. Non, mais si, parce qu'en fait on est pris. L'anathème sur une personne. Non, je vais vous dire des choses très simples. On est pris par le temps. Si vous voulez citer Marie Mesmer en entier, samedi soir, elle a publié un communiqué, vous l'avez jamais cité une seule fois sur votre antenne. Qu'est-ce qu'elle dit dans ce communiqué? Elle dit, j'ai toujours dit la même chose, toutes les violences, quelles qu'elles soient, sont condamnables. Merci. Non, c'est vous qui faites ça. Depuis des jours et des jours, en essayant de faire passer cette personne qui lutte contre toutes les formes de violence. Et contre toutes les formes de violence, j'ai essayé de la faire passer pour une personne qui justifie ou qui légitime telle ou telle violence, ce qu'elle n'a jamais fait. Manuel Bompard, elle a quand même mis un signe égal entre les insultes qui ont été entendues et les lynchages qu'on a vus derrière. Son tweet de manière mensongère. Vous spéculez quand même sur l'ambiguïté. On va s'arrêter là. S'il vous plaît. Vous multipliez les mensonges et les fake news. Vous l'avez fait encore aujourd'hui. S'il vous plaît, merci Manuel Bompard. Je suis désolée. Vous l'avez fait. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas avoir des sujets comme ça et pas me laisser. Je sais, mais on est pris par le temps. Il est 23h47. Si je pouvais faire l'émission jusqu'à minuit et demi avec vous, je continuerais parce qu'on a plein de questions à vous poser. Personne à la France Insoumise n'est antisémite et je demande que ça s'arrête. Et c'est clair et on a entendu votre réponse. Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir été l'invité ce soir de BFM TV. On va accueillir Guy. Waouh, putain de merde les gars. Waouh. C'est vrai que Manuel Bompard avait partagé une fake news prononcée par BFM TV ce matin sur les plateaux de grandes gueules, et ça a été repris par BFM, ils se sont excusés de la fake news. Ils se sont excusés. Et là, ça continue encore les mecs. C'est vrai que la demoiselle, la députée qui avait parlé sur Amsterdam, elle a fait un communiqué que BFM TV n'a jamais repris. BFM TV n'a jamais publié le communiqué et TPMP pareil, parce que TPMP, on en fait un sujet tout à l'heure, TPMP n'a jamais montré les véritables paroles, le communiqué de la députée, et c'est tombé aux oubliettes, genre. C'est-à-dire que le journalisme, il montre ce qu'ils ont envie de montrer. Il montre pas la véritable pensée du député, il montre que le premier tweet, et comme c'est le premier tweet qui fait le plus de buzz, le français moyen va retenir que le premier tweet et non pas le communiqué. C'est très dangereux les médias les mecs, c'est très dangereux. C'est très dangereux.